Alors bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois à l'Institut des Libertés, j'espère que ce n'est pas la première ni la dernière. Donc pour ce nouveau délit d'opinion, je suis comme d'habitude avec Charles Gave, c'est une constante, ça ne change jamais. Alors deux petites annonces, la première c'est qu'on est sur Instagram et il faut pas se tromper de compte, allez sur le compte officiel de l'Institut des Libertés. Pour en savoir lequel c'est tout simple, c'est celui qui a publié du contenu en dernier, donc voilà, vous trompez pas de compte. La deuxième info c'est que j'irai chez le coiffeur demain. Voilà, je pense que c'était une information capitale que tout le monde tenait à savoir. Troisième information, j'ai plus de micro, j'ai un machin. C'est ça, voilà. Donc plus personne ne peut écrire en disant que je fais des bruits, que je touche le truc, que je suis insupportable, que... Voilà. Maintenant, j'ai un machin là. Voilà, j'espère que ce sera irréprochable. Un gros projet, on a investi lourdement dans la technologie à l'Institut des Libertés. D'abord, on a une montre et maintenant, on a un micro. Ouais, on n'en finit plus de grandir. On n'en finit plus de dépenser de l'argent dans nos capital spending, dans nos investissements. Là. Alors moi, avant que vous commenciez, je voudrais faire une petite remarque, une petite annonce. Si vous voulez, c'est donc j'ai décidé de quitter la campagne de Éric Zemmour. Je reviens un petit peu en arrière. En juillet, donc je fais part à Éric Zemmour que je suis tout à fait d'accord pour le soutenir. Il en prend bonne note, il me remercie. En septembre, des gens de son équipe m'approchent en me disant on va avoir besoin de quelques sous, est-ce que vous pouvez nous aider? Je le fais. Et puis depuis, c'est plus rien passé du tout, et j'ai eu quasiment aucun contact avec la campagne, ou très très peu, si ce n'est avec une personne qui m'avait été désignée, mais enfin qui n'était pas... Et donc, il s'est rien passé. Donc au bout de 3-4 mois, je ne veux pas donner aux gens l'impression que j'ai une quelconque influence sur cette campagne. J'ai eu exactement une influence égale à 0. Il s'est strictement rien passé. Donc, dans la mesure où mes conseils n'étaient pas désirés, j'ai pensé que j'allais retourner à mes chères études et faire autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc je n'ai aucun sentiment de quoi que ce soit, je lui souhaite le plus grand succès, je trouve qu'il a eu un mérite énorme et un courage considérable de se lancer dans toutes ces aventures, et je pense que ce qu'il dit est vrai, mais quelque part, à l'évidence, ses équipes n'avaient pas besoin de moi, donc j'ai pris bonne note, et puis je vais faire autre chose, mais je ne lui en veux pas du tout, j'ai pas une seconde de... À 78 ans, on n'a plus le temps d'en vouloir à qui que ce soit. Ouais, donc c'est juste pour des questions de forme, quoi. C'est juste pour le fait que la forme c'est même plus qu'une question de forme, c'est-à-dire que je me sentais pas vraiment, je voyais pas à quoi je servais, quoi. Ouais, je vois. On me demandait rien. D'accord. Rien. Donc au bout d'un certain temps, j'ai dit puisqu'on ne demande rien, c'est qu'on doit pas penser que ce que j'ai à apporter a quelque valeur que ce soit. Donc j'ai décidé d'aller faire. Mais ça n'est pas un jugement ou quoi que ce soit. C'est que ils ont le droit de penser que je n'apporte rien à leur campagne. Mais moi j'ai le droit d'en prendre. D'accord, de prendre acte. Pas qu'ils sont pas intéressés à mes idées. Bon voilà quoi. D'accord. Bon, c'était intéressant. C'est pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne pense pas que les idées qu'ils véhiculent sont les bonnes. Ouais. Bon, du coup, je pense que c'était une introduction nécessaire. Absolument. Alors, moi, j'étais un petit peu emmerdé cette semaine parce que, en termes d'actualité, on est revenu pas mal sur des trucs Covid. Et alors, les gens doivent savoir que on ne peut pas tout à fait tout dire par rapport à ça sur YouTube. Il y a des conditions qui sont vraiment extrêmement serrées, qui sont vraiment beaucoup plus liberticides d'ailleurs que même sur les plateaux télé au final. Du coup, c'est très énervant et on sait pas trop où se situe la limite. Donc, on va essayer de pas trop l'évoquer, en tout cas d'aller sur les sujets qui sont pas touchy pour YouTube. Alors, du coup, ma première question, c'est une question de pronostic. Du coup, on a le 4 décembre l'issue du Congrès des Républicains qui désignera un vainqueur. Alors, pour vous, selon vous, est-ce que vous pensez que quelqu'un en particulier va sortir vainqueur de ce congrès? Est-ce que vous avez un pronostic? Poup. C'est difficile. Pour tout un tas de raisons. C'est que le Parti républicain est devenu un parti d'élite locale, ce qui était autrefois le parti des radicaux. C'est-à-dire le gars qui gère bien les villes, qui gère bien leurs municipalités, qui a des bons gérants locaux. Si ces élites locales décident de voter pour quelqu'un qui a l'air d'être
une bonne élite locale elle-même, si j'ose dire, on va se retrouver avec Pécresse ou Bertrand, parce qu'ils sont eux-mêmes des locaux. Mais l'embêtant, c'est qu'ils sont sortis du parti à un moment. Donc ils doivent avoir une petite dose d'impopularité, parce que dans ce genre de parti, on n'aime pas tellement ceux qui ont fui. Ceux qui ont fui parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Bon. Barnier, c'est une sortie pour les élites locales si elles voulaient aller vers une espèce d'Europe fédérale, comme la réclament les Allemands. Et Ciotti, c'est si ces élites se disent qu'après tout, présenter une concurrence à Zemmour, c'est peut-être une bonne idée, quoi. Ouais. Donc, il me semble qu'il y a au moins, dans la catégorie élite locale, il y en a un de trop. Ouais. C'est Bertrand ou c'est Pécresse, mais enfin, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi, il n'y a pas de différence. Les deux autres, ils sont assez différenciés, donc vous êtes plutôt, si vous êtes plutôt européen, vous votez Barnier, si vous êtes plutôt souverainiste, vous votez... moi, si je devais faire un pari, je dirais que la probabilité, c'est que Ciotti fasse une surprise, mais je peux me tromper. C'est possible. J'avais vu un sondage qui s'adressait aux sympathisants les Républicains, qui date maintenant peut-être il y a plus d'une dizaine de jours, qui mettait pas Ciotti en tête, mais enfin qui le mettait quand même bien placé derrière Pécresse et Bertrand, je crois, à 24% dans les sympathisants LR. Donc il a possiblement une chance de l'emporter. En plus de ça, on sait que pour l'emporter dans un congrès ou dans une primaire, il vaut mieux être le plus à droite quand on est dans un parti de droite ou le plus à gauche quand on est dans un parti de gauche. Oui, et puis ensuite, on sait très bien que si on est le plus à droite dans un parti de droite, il y a toute une série de gens qui vont dire qu'ils ne vont pas voter pour vous, qui en fait, si le vote est secret, voteront pour vous, parce que ils veulent pas se... Donc, il est possible qu'on ait avec Ciotti. Je ne sais pas, mais enfin, le seul qui a une voix qui semble être adaptée à une parole qui semble être adaptée à l'ère du temps, et qui n'a pas eu besoin d'adapter son discours à Zemmour, si j'ose dire, c'est Ciotti qui disait déjà la même chose avant, quoi. Tout à fait, ouais, ça c'est vrai. Donc moi, si je devais faire un pari, je dirais que c'est celui-là, mais je peux me tromper. Hein. Je suis pas loin d'être un bon spécialiste de la politique. En fait, je suis un très mauvais spécialiste de la politique. Ouais, mais en vrai, je suis pas loin de penser que Ciotti va l'emporter aussi, parce que, effectivement, comme vous avez dit, Bertrand et Pécresse sont partis Ils étaient partis dans l'autre sens à toute allure. Ils reviennent vers le centre, vers la droite aussi vite qu'ils peuvent. Mais on peut pas s'empêcher de penser qu'ils avaient d'abord filé vers la frontière, quoi. Tout à fait. Mais ils ont compris que leur réservoir de voix était plus chez Zemmour que chez Macron. Mais ce qu'on aimerait, c'est ce que des gens se présentent qui ne sont pas à la recherche du réservoir de voix, mais qui se présentent avec des convictions pour que les gens votent pour eux. Ouais. On aimerait ça enfin, si j'ose dire. C'est ça. Alors du coup, la deuxième question, celle-ci, elle est un peu plus relative au Covid, mais on va essayer de naviguer un peu tranquille. Encore un pronostic. Est-ce que, selon vous, on va être reconfiné avant 2022 ? Je suis complètement effondré par ces histoires, parce que si vous posez... Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais si vous voulez que les gens deviennent enragés, il faut les confiner, quoi. Parce qu'on sait que le confinement n'a pas marché, enfin, à ma connaissance. Hein. Bon, la vaccination, ça a l'air d'être moyen. Donc, on est en train de se heurter à une vraie question, c'est où s'arrête le pouvoir hygiénique, en quelque sorte, de l'État par rapport aux libertés fondamentales constitutionnelles. Alors, je crois qu'il n'y a pas vraiment de limite. Ben oui, mais à ce moment-là, c'est pas des libertés fondamentales, à ce moment-là. Oui. C'est vrai. Si c'est des libertés fondamentales, si vous voulez, sur lesquelles on ne peut pas revenir, ben on est en train de revenir dessus à tout à l'heure. Donc, exactement, qui définit là où est la ligne rouge, qui définit pas, je sais pas trop. Moi, je suis. Normalement, c'est le Conseil constitutionnel, mais ils ont décidé de pas le faire. Enfin, ils ont décidé de valider. Ou tout le Conseil d'État, ou je sais rien. Je sais pas. Il y a une espèce de flou juridique où d'un seul coup, on est en train d'autoriser un pouvoir total de l'État au prétexte de raisons sanitaires. Mais, je sais pas. Moi, il me semble que une liberté fondamentale qui est limitée n'est plus une liberté fondamentale. Je sais pas. J'ai un gros problème de compréhension
où on arrête parce que, enfin, je sais pas, il me semble que finalement, par exemple, encore une fois, j'ai un frère qui vit en Suède. Bon, ben en Suède, tout est normal, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Et ils ont beaucoup moins de reprises de Covid qu'ils en ont au Danemark ou en Finlande, qui avaient enfermé tout le monde, etc. Peut-être parce qu'ils ont appris à vivre avec le virus, qu'ils ont développé naturellement des. Naturellement, alors, je ne sais pas, mais à partir de quel moment on décide que c'est la Suède qui a la bonne solution? Je sais pas, en tout cas, on a décidé dès le début de surtout pas faire comme la Suède et de faire plutôt comme les autres, comme la Chine. Comme la Chine, et du coup, tout le monde suit. On voit l'Autriche, possiblement l'Allemagne aussi. Enfin bref, on verra. Alors, j'avais une question assez générale vis-à-vis du libéralisme. C'est parce que en France, c'est moins le cas dans d'autres pays, mais en France, le libéralisme a mauvaise presse, y compris à droite. Et c'est pour certaines questions, notamment, par exemple, on pourrait se dire, peut-être certains se disent que si on est libéral, on ne peut pas être contre l'immigration parce que l'immigration, c'est justement la liberté de circulation, etc. Donc si on est libéral, on est pour la liberté de circulation. C'est une idiotie. Et bien justement, je vais vous poser la question clairement, comment justifier la lutte contre l'immigration lorsque l'on est libéral? D'une façon extraordinairement simple, et que, encore une fois, Milton Friedman a parfaitement mis à jour. Il disait, si vous avez un pays dans lequel il y a un système social qui est payé par le pays, extraordinairement développé, et que vous avez une frontière avec un pays qui n'a pas de système social qui soit développé, si vous n'empêchez pas l'immigration, le système social du premier pays va être submergé par l'arrivée des populations du deuxième, qui n'ont pas financé ce système. Donc encore une fois, le libéralisme c'est fondé sur le paiement des impôts par le citoyen, ce qui suppose qu'il y a un citoyen qui a des frontières. Parce que vous pouvez avoir des avantages différents selon le pays dont vous êtes citoyen et selon les impôts que chaque citoyen a accepté de payer, quoi. Donc vous ne pouvez pas avoir de libéralisme sans frontières. Et les imbéciles qui disent que le libéralisme implique les non-frontières, c'est qu'ils impliquent qu'il n'y a pas de nation. Or, il y a une nation qui a une volonté de vivre ensemble et de s'organiser différemment de la nation d'à côté. Me donne le libéralisme, sa définition première, c'était celle de Locke, vous savez, à la fin du XVIIe, et qui avait dans son discours sur la tolérance, qui était une merveille, qui devrait être enseignée dans toutes les classes de France d'ailleurs, était tout à fait d'accord pour qu'il y ait une tolérance totale, mais pas avec les catholiques, parce qu'ils obéissaient à un prince extérieur. Donc il disait, dans la mesure où tout le monde accepte la même loi, les mêmes impôts, les mêmes règles, etc., vous pouvez avoir un système libéral dans le système de production. Mais si vous avez des gars qui répondent à un pouvoir extérieur, à ce moment-là, ceux-là n'ont pas droit à faire partie du système de tolérance. Et c'est exactement... Donc, on devrait avoir le droit de venir en France, de s'installer tous ceux qui acceptent dès le départ le système français, leurs lois, etc. Mais si vous arrivez en disant « je ne l'accepte pas, je préfère une autre loi extérieure de nature religieuse », à ce moment-là, vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous ne devriez même pas rentrer, d'ailleurs. Donc, encore une fois, le libéralisme, ce n'est pas quelque chose qui s'applique au monde entier à la fois, c'est qu'il y a une nation qui décide dans le fond, d'avoir un certain nombre de lois qu'elle met en pratique, qu'elle met en valeur, et le système de production, et les impôts sont votés par le peuple, c'est-à-dire ça interdit l'emprunt par exemple, le droit de propriété est sacré pour éviter que l'État ne vous pique votre bien, et la justice est indépendante du pouvoir par l'intermédiaire des jurys. Et ça, si vous voulez, c'est en effet le libéralisme, mais ça ne veut pas dire du tout que vous pouvez créer ce système qui est assez idéal dans une communauté, mais rien ne veut dire que cette communauté, tout le monde a le droit de venir dedans, non ? Vous avez le droit d'empêcher les autres de rentrer. Regardez, un pays les plus libéraux du monde, c'est quand même la Suisse. C'est pas tellement facile d'aller s'installer en Suisse. C'est vrai. Ils vous empêchent. Ils disent non, vous n'avez pas le droit. C'est vrai. Je pense que c'est une confusion. Cette idée, c'est une confusion entre liberté de mouvement des personnes
et liberté de mouvement qui viennent de partout. Mais vous avez la liberté de mouvement d'un pays à un autre, ça se négocie par des traités internationaux. Par exemple, pendant longtemps, en Europe, on a eu la possibilité de passer d'un pays à l'autre. Moi, je pouvais aller travailler en Angleterre tout en étant français, j'avais pas besoin de demander un permis de travail. Mais ça avait été négocié d'État à État. Mhm. Oui, je pense que ça vient aussi d'une confusion assez nouvelle par rapport à des personnes qui se sont un peu réappropriées le mot libéral alors que Ben pour oui, mais vous, ils sont libéral, libéral. ça veut pas dire que vous avez le droit d'aller dans le pays d'à côté. Vous n'avez aucun droit. Si le pays d'à côté décide que vous n'avez pas le droit de venir chez lui, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Très bien. J'avais aussi une question. Là, c'est un peu un nouveau coup de massue par rapport à l'histoire d'Alstom. C'est que General Electric va se scinder en trois. Et donc, dans les plusieurs branches, il y a énergie, il y a aviation, enfin aéronautique et je ne sais plus quoi. Et qu'est-ce que. En fait, je trouvais ça assez incroyable comme fait parce que General Electric, c'était l'action la plus cotée en bourse en 2000. C'était l'entreprise la plus cotée en bourse en 2000. Et le patron, en fait, avait un petit peu. Comment dire euh, Il avait fait mentir un adage qui est que une entreprise doit être spécialisée dans un seul domaine et que là, en l'occurrence, il était Et spécialisé, surtout, il enfin sait pas beaucoup. spécialisé dans plusieurs domaines. General Electric, c'est la société qui est restée le plus longtemps, je crois depuis 1880 à 1890, ils étaient dans l'indice Dow Jones, c'est-à-dire l'indice des 30 grandes valeurs, c'est qui est le plus vieil indice. Et il en est sorti il y a à peu près 1 an et demi parce que les gars qui ont géré General Electric, dans le fond, ont manipulé les cours en se servant de la dette, ils empruntaient beaucoup, enfin ils ont fait des tas de carabistouilles avec la dette. Et au fait, General Electric était au bord de la faillite il y a 2-3 ans quand on a négocié ces accords avec. Donc, quand vous parlez de General Electric, la question c'est savoir, si c'est sympa en 3 secteurs distincts, énergie, transport et je sais pas quoi, où vont passer les contrats qui ont été signés avec la France? J'imagine qu'il doit y avoir une branche nucléaire. Ouais. Dans ces 3 branches-là, puisque General Electric va se remettre à faire des. Mais où vont passer les contrats? Parce que. Et quelle est la validité de ces contrats si celui avec qui on les a signés, dans le fond, on se scinde en 3 personnes différentes, parce qu'il y a une partie du contrat qui doit être assurée par celui-là, une partie, je veux dire, ça va donner du boulot aux juristes. Donc, ça me paraît quand même une histoire très curieuse, cette histoire de General Electric, parce que n'importe quel cas d'analyse financier savait au moment où ces contrats, où on a vendu Alstom, ou toute partie d'Alstom à General Electric, que General Electric était en faillite, quasi faillite, quoi. Non. Donc je comprends pas très bien pourquoi on s'est précipité pour vendre à une société qui allait avoir de graves problèmes, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Ou alors le gars qui a signé tout ça pensait que General Electric serait là jusqu'à la fin des temps. Mais c'est un très bel exemple de ce que j'appelle la création destructrice, c'est-à-dire qu'ils ont... Voilà, ils sont crus plus malins que les autres, quoi, mais ils seront liquidés comme les autres. Ouais, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle beaucoup plus de ce sujet, surtout dans le cadre de la présidentielle bientôt, parce que ça, c'était quand même... Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais c'était une erreur mais énorme de Macron, et tout le monde le reconnaît, mais juste, on veut pas en parler, quoi. On veut dire non. On aimerait savoir, en général, les erreurs sont faites soit par bêtise, ce qui est une possibilité, soit parce que vous y êtes intéressé, ce qui est un peu plus gênant. Donc on aimerait savoir si c'était juste de l'incompétence ou si c'était de la corruption. C'est ça. Alors, aussi, j'ai vu qu'on avait alors un nouveau ministre allemand. Un nouveau chancelier. Un nouveau chancelier allemand, mais du coup, recomposition gouvernementale. Oui. Et dedans, il y a... les libéraux d'un côté et les écolos de l'autre. Et au milieu, les socialistes, les sociodémocrates. Tout à fait. Le patron est un social-démocrate, qui est l'ancien ministre des Finances de Madame Merkel. C'est ça. Et du coup, alors on a des ministres qui sont très très pro-européens.
Comme d'habitude, mais cette fois-ci à un niveau assez élevé de fédéralisme. Et je me demandais si on allait avoir quelques problèmes avec eux dans le cadre de l'indépendance française. De quoi parlez-vous, mon pauvre ami? L'indépendance française, nous n'avons plus de monnaie, nous n'avons plus de ministère des Finances, nous n'avons plus de... Notre dette est détenue par des étrangers. Nos lois sont faites à l'extérieur. Je ne vois pas M. Barnier, futur président de la République, s'élever avec fureur contre cette réalité, quoi. Donc, honnêtement, ce que la France pense, compte tenu du poids économique, politique, social de la France aujourd'hui, l'Allemagne s'en contrefout. Nous ne représentons rien. Il faut bien que les Français se rendent compte qu'on est tombé au niveau du Luxembourg, quoi. Ouais. Les exigences fondamentales du Luxembourg ou la souveraineté du Luxembourg, c'est pas le principal souci ni de l'Allemagne, ni de la Russie, ni des États-Unis, ni de... Donc la France est devenue rien. Mais c'est quand même assez dingue ça. Comment vous expliquez le renoncement volontaire des élites françaises à la souveraineté du pays? Parce que c'est pas qu'on est. Le problème, c'est pas qu'on a un pays du tiers-monde, donc on s'en fout. Si on les laisse faire, ça va continuer, oui. Oui, tout à fait. Donc, si on les laisse faire, on le deviendra. On le deviendra pour de vrai. Et là, ce sera plus qu'une question de volonté. Mais là, j'ai l'impression qu'ici, enfin, la France et l'Allemagne sont quand même les deux piliers de l'Union européenne. Si la France sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne, ça ne peut plus C'est fonctionner. évident, puisqu'on est le pays sur le centre. Et par conséquent, pourquoi ne pas faire peser un petit peu plus sur la table de la diplomatie ce genre de fait? Comment vous expliquez ce renoncement volontaire? Mais vous avez qu'à vous souvenir de ce qui s'est passé quand la Grèce a envisagé de sortir de l'euro pendant la crise grecque italienne en 2009-2010. J'ai quelques souvenirs, ouais. J'étais encore vous étiez jeune, vous étiez très jeune. Ce qui s'est passé, c'est que la Banque Centrale Européenne a dit à la Grèce, on cesse de vous alimenter. C'est-à-dire que vous dites, plus de billets, plus de transferts, plus rien, puisque tout se passe par le BCE. La Grèce s'est couchée en 2 secondes. Quand vous abandonnez votre souveraineté monétaire, vous abandonnez de fait la souveraineté politique. Et si vous regardez où est la BCE, où elle est physiquement? Elle est à Francfort. Voilà, donc vous savez que ça sera jamais coupé à Francfort. Mais que de Francfort, vous pouvez couper à Paris. Donc dès le moment où... C'est comme si on vous disait vous êtes sous transfusion parce que vous avez une hémorragie. Le manque de peau, on va vous couper la transfusion. Et du coup, on cède tout. Parce que la BCE est à Francfort. Non, parce qu'on sait s'ils nous disent on coupe, tout s'arrête. Donc d'un côté, en quelque sorte, les armes ne sont pas les mêmes. Ils ont l'arme fatale, et nous, on peut pousser des cris. Alors comment on en sort de ce Il faut que la source de l'argent soit faite dans les machines de la Banque de France à Paris, pour qu'ils puissent nous couper le pognon. Et comment on fait pour faire en sorte que ce soit la Banque de France qui fasse les billets? On sort de l'euro. Vous ne pouvez pas être dans l'euro et être souverain. Et comment on sort de l'euro si on est dans l'euro du coup? Vous dites simplement, à partir de demain matin, le franc français sera de retour, coté sur le marché d'échange, et tous les billets qui ont un 4 ou un 5 en 7e numéro qui ont été publiés par la Banque de France seront remplacés par des francs français. C'est tout. Vous savez, il y a eu une séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie il y a quelques années. Ils avaient la même monnaie, ils sont séparés, ça s'est très bien passé. D'accord. C'est pas difficile. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que tant qu'on n'aura pas recouvert notre souveraineté monétaire, tout ce qu'on peut vous raconter sur la souveraineté dans tous les sens, c'est que des paroles verbales, quoi. D'accord. Le roi, il avait 2 caractéristiques, c'est lui qui battait monnaie, c'est lui qui avait une armée. On n'a plus de souveraineté, quoi. Et est-ce que, selon vous, c'est quand même possible, parce que par exemple, c'est un peu ce que propose Zemmour, c'est de pas sortir de l'Union européenne, mais juste de pas respecter
les traités il faut battre européens. monnaie. Si vous battez pas monnaie, ça sert à rien. Et si vous battez monnaie, à ce moment-là, de facto, vous êtes, d'après les traités qu'on a signés, vous sortez de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rétablir le franc français sans sortir de l'Union européenne. Oui. Ouais. Donc, ce que dit Zemmour, c'est une contradiction. Ce qu'il dit, c'est pas possible. On peut pas dire merde à la commission. Si à ce moment-là, il nous coupe le pognon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'argent qui arrive. S'il nous coupe le pognon, j'ai envie de dire, à ce moment-là, on dit, ok, si c'est comme ça, on se casse. Et du coup, ça fait c'est possible, mais c'est possible. On peut faire ça, mais si vous voulez rétablir des circuits financiers, ça se fait pas en 2 minutes. Hein. Ça veut dire que les banques françaises restent fermées pendant 3 semaines, un mois, pendant qu'on remet la comptabilité un jour. Et... Ouais. Il est beaucoup mieux que ce soit organisé par le sommet plutôt que pendant une période de crise, quoi. Ouais, c'est sûr. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez pas voir, en bas de logique, vous pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Vous pouvez pas vouloir redévelopper la souveraineté française, hein, que la France retrouve ses souverainetés, et rester dans l'euro. C'est complètement antinomique. C'est pas possible. D'accord, ouais. Ouais, c'est assez logique. Bon écoutez, moi j'ai pas trop d'autres ça m'a fait plaisir de répondre à ça. Si vous avez des questions sur mon départ de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, dans laquelle je n'ai jamais été, vous me posez des questions. J'en serais ravi. Mais voilà, c'est tout, quoi. Je crois que j'ai pas trop d'autres questions. Mais voilà, c'est bien. Je crois que vous avez été assez clair. Maintenant, peut-être s'il y a d'autres questionnements dans les commentaires. On sera très content d'y répondre. Voilà, on peut peut-être répondre. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais sentiments, hein, tout va bien. Voilà, pas de mauvais sentiments, juste rupture. Parce que voilà, c'est comme ça. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien encore, et puis je vous remercie à vous pour votre attention. Je vous redis, parce que j'ai dit en début pouce bleu ou pouce vert ou j'en sais rien. Pouce bleu, commentaire, abonnement à la chaîne YouTube et aussi à l'Instagram, faut pas oublier. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.